Donc, je suis Adeline Berthe, je suis chargée de mission à la Direction générale de l'offre de soins et je suis ravie d'ouvrir ce webinaire qui est sous ce nouveau format. Donc, au mois de mai, de mémoire, on aura un webinaire un petit peu classique de présentation de l'activité et à nouveau en septembre, un webinaire sous ce format-là sur une thématique un petit peu d'actualité qui est en cours de définition. Juste un petit rappel technique, si vous pouvez bien penser à bien couper, désactiver vos micros. Il va y avoir une petite introduction rapide, hein, où on va vous présenter quelques données, un petit peu pour savoir de quelle passe on parle aujourd'hui. Et puis ensuite, des présentations par les équipes PASS de Lyon, de Nantes et de Cayenne. Et à la fin de ces 3 présentations, il y aura un temps d'échange où vous pourrez soit poser des questions dans le chat ou soit lever la main et on pourra aussi essayer d'y répondre. Je pense qu'à l'issue sans doute du webinaire, on fera sans doute comme à chaque fois, peut-être une foire aux questions, un petit retour écrit. On essaie d'enregistrer, donc on va voir aussi si on peut aussi partager ensuite l'enregistrement avec un WeTransfer. Voilà. Donc, sans transition, je laisse la parole à Rémi Laporte pour l'introduction et le partage des premières données pour savoir exactement de quelle structure on parle. Donc, pour commencer ce webinaire, on a repris les données d'activité que vous remplissez sur Pyramic depuis 2018. En dehors de l'année 2020, vous avez remarqué qu'il y a eu un petit creux d'activité pour tout le monde. Sinon, vous voyez qu'il y a une translation progressive du nombre de passes. Donc, c'est un graphique qui, en fonction des années, regarde la répartition du volume d'activité pour chaque passe qui est déclaré. Et donc, on voit que progressivement, il y a une translation avec de plus en plus de passes qui ont une activité importante. On a défini les passes, donc comme vous savez, des passes qui ont moins de 100 patients, il devrait y en avoir de moins en moins. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait quasiment plus. Et sinon, dans la répartition des passes, c'est principalement entre 200 et 800 à 1000 patients. Par contre, des passes qui ont plus de 1000 patients, on voit que c'est une activité un peu particulière. Et là, on a vu que sur ces 6 années, il y a une augmentation significative du nombre de passes à plus de 1000 patients. Donc, on a fait 3 groupes, entre 1000 et 2000, plus de 2000 et ensuite plus de 4000. Donc, voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et par contre, si on regarde dans l'activité, c'est tout à fait logique. Les passes qui ont moins de 1000 patients ont des équipes qui sont beaucoup plus petites que les passes à plus de 1000 patients. Donc, moins de 1000 patients, en moyenne, 2 ETP. Plus de 1000 patients, en moyenne, 7 ETP, avec la répartition. Et deux, trois éléments, on ne va pas tout regarder tous les chiffres, mais premièrement, qu'est-ce qu'on observe? Un truc un peu inattendu, c'est que finalement, pour les passes qui ont plus de 1000 patients, elles ont plutôt moins de nouveaux patients. C'est-à-dire qu'elles vont faire plus de suivi de patients un peu plus complexes. Donc, c'est une observation qu'on peut remarquer. Et la deuxième observation qu'on peut faire, c'est la file active des ETP. Par spécialité, elle va aussi augmenter. La file active globale, par le nombre d'ETP globaux de la passe, on passe de 180 à 345 patients en global suivi. Et on voit qu'il y a une augmentation aussi des files actives spécialisées des infirmières et des assistantes sociales qui vont passer de 300 patients à 500 à 800 patients par ETP, donc par professionnel, à équivalent temps plein. Ce qui ne change pas, c'est le rapport entre la file active médicale et le temps médical. Donc, ce qu'on voit, c'est que le temps médical, il est toujours assez stable, donc assez rempli. Par contre, on peut interpréter pour les infirmières et pour les assistantes sociales que comme c'est des équipes qui sont plus fournies avec plus de spécialités pour chacun, le travail de chacun est plus spécialisé, donc mieux quantifié. C'est ça qu'on pouvait observer. Et une fois qu'on se dit que maintenant, pour les passes à haute activité, à plus de 1000 patients, le travail de chacun est plus spécialisé, ça nous permet de passer sur le sujet du jour. Pour les toutes petites passes, l'objectif, c'était si on prend une caricature, de sortir de l'activité des urgences et d'avoir une activité de consultation pluridisciplinaire. Maintenant, pour les passes à haute activité, on peut se reposer la question de réintroduire du travail, de la consultation non planifiée, et c'est le sujet du jour. Et c'est là qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. On garde cette vigilance, c'est que pour les passes qui ont moins de 1000 patients par jour, d'avoir de la consultation sans rendez-vous, c'est quand même dangereux si le travail n'est pas bien identifié par rapport au travail des urgences. Je vous laisse passer là-dessus. On passe la parole à Lyon.
Donc, docteur Berthier, médecin et coordinatrice de la PAS d'HEH, PAS généraliste. Je suis accompagnée d'Adeline Gomez, notre infirmier de coordination. Donc, on a un temps plus rapide que prévu, donc on va se dépêcher. Donc, notre PAS a été créé en 2000 à l'Hôtel-Dieu. Il y avait un petit temps AS à l'hôpital Édouard Herriot. On a déménagé en 2010 à l'hôpital Édouard Herriot. Initialement, à l'hôpital Édouard Herriot, il y avait un accueil le matin par ordre d'arrivée des patients et on prenait en charge 6 nouveaux patients par jour. Il y avait une distinction entre anciens et nouveaux patients. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Les variations de fonctionnement, il y en a eu beaucoup. Initialement, un essai de distributeur de tickets a été mis en place la veille des rendez-vous, ce qui a entraîné des problématiques de conflit parce que certaines personnes venaient récupérer des tickets pour les redonner à d'autres. Donc, ça a été arrêté. Et ensuite, il y a eu la technique des numéros installés sur les chaises pour déterminer l'ordre d'arrivée. Oh là là, arrivée et c'est pareil, ça a entraîné des conflits, voire même des violences sur place. Donc, ça a été arrêté, ce fonctionnement. Vous pouvez parler plus fort. Je suis au maximum. Alors, excusez-moi, je recommence parce qu'on a un problème d'audio clair. Voilà, ça c'est le fonctionnement. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Merci. C'est quoi ça? Oui. Alors, ensuite, pour le coup, donc il y a eu deux situations différentes. Quand c'était l'Hôtel-Dieu, la prise en charge était via le service médical des urgences. À l'hôpital d'Édouard Herriot, il y a eu des changements progressifs. C'est-à-dire qu'initialement, il y avait une prise en charge sociale en première instance, puis ensuite, les patients étaient vus par les médecins, mais ça ne marchait pas très bien. Il y avait des patients qui repartaient une fois l'ouverture de droit faite par l'assistante sociale. Et puis ensuite, on a eu un système intermédiaire. Notre infirmier évaluait toutes les personnes qui se présentaient à la PAS. C'était hyper chronophage puisque l'infirmier finissait d'évaluer les patients en mode IOA jusqu'à 11 heures. Et puis ensuite, il ne pouvait pas faire les soins, à savoir les pansements, certains prélèvements, les prises de rendez-vous. Et donc, moi, j'ai pris la coordination en 2019. Rapidement, se sont imposées la création de reports, c'est-à-dire de créneaux de rendez-vous. Vous pouvez donc, pour le coup, le fonctionnement de la PAS des HCL est généraliste. Et le suivant, donc on accueille les patients du lundi au vendredi à 8h45 à la porte. Les lundis, mercredis et vendredis, les patients ils sont pris en charge par ordre d'arrivée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendez-vous noté. Je parle pour les nouveaux patients. Donc, il y a eu une variation du nombre de places, initialement 6 places, après 4. Là, actuellement, on est à 4 en moyenne. Alors que les mardis et jeudis, pour les nouveaux patients, nous les accueillons et ce sont des patients qui ont des rendez-vous. Ces rendez-vous qu'on appelle des reports, ils sont mis via plusieurs canaux, soit des sollicitations de partenaires. Ça peut être le médecin de l'office, ça peut être Médecins du Monde, ça peut être des CADA, des UDA, ça peut être des collègues des urgences qui ont vu un patient avec une situation médicale incertaine et qui a besoin d'un suivi médical en médecine générale mais qui n'a pas de droits sociaux. Voilà, c'est les différents modes de sollicitation. On a également créé depuis février 2 demi-journées par mois EMENA. Sur une sollicitation de partenaire, en fait, on travaille beaucoup main dans la main avec le Secours populaire qui fait une permanence par mois où ils voient à peu près 70 à 80 EMENA et ils font un débriefing pour savoir qui a besoin de soins rapides mais non urgents. Tout ce qui est urgence, ça va aux urgences, mais des soins à administrer rapidement. Et dans ces cas-là, ils nous contactent, ils nous font un listing et nous, on fixe les jeunes sur ces 2 demi-journées. Voilà, vous pouvez passer. Donc, les avantages du sans rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas de priorisation, c'est-à-dire que tout le monde a la même chance. C'est vrai que c'est important que chaque personne puisse consulter. On a décidé de faire 1 heure de consultation par nouveau patient. Initialement, quand je suis arrivée, c'était 30 minutes. On ne s'en sortait pas. On a un certain temps pour trouver des interprètes, temps pour interroger les patients, puisqu'on a une majorité de patients allophones. Et donc, ça brusquait trop les patients. Pour les MNA, sur la journée MNA, on est sur des créneaux de 45 minutes. Et puis, on suit les patients avec un suivi régulier jusqu'à l'orientation de droit commun qui est de plus en plus complexe. On a peu de structures qui peuvent accueillir nos patients en situation de précarité alors qu'ils ont leurs droits. Au niveau des inconvénients, il y a une claire inadéquation entre l'offre de soins et la demande. Vendredi dernier, on avait 20 personnes en salle d'attente. Et puis, il y a des patients qui nous disent « mais en fait, je suis venue 5 fois devant votre service et je ne suis toujours pas pris en charge ».
Donc les patients viennent sans avoir l'assurance d'être pris en charge le jour même. Certains disent à la passe d'HEH, il faut venir à 4 heures du mat pour être pris en charge. Alors les portes maintenant avec la sécurité ouvrent à 7h30, mais en effet certaines personnes se glissent parce que dans notre bâtiment il y a aussi un service de gériatrie avec un turnover d'équipe très tôt le matin et parfois les patients viennent très tôt. Et évidemment il y a un risque de tension, mais ça c'est en lien avec l'inadéquation offre de soins et demande. Vous pouvez passer. Pour les reports, déjà, ça a apporté beaucoup plus de fluidité parce qu'on a décidé de prioriser des populations très vulnérables. Typiquement, les mineurs non accompagnés qui sont vraiment quand même extrêmement isolés, comme l'acronyme l'indique. Les personnes en situation de handicap, on avait des personnes qui venaient en fauteuil roulant accompagnées par une personne qui venait depuis très loin. C'est compliqué d'organiser les choses si on leur dit d'être là à 7h30 le matin et être là le plus tôt possible. Et puis également les mères isolées. On a beaucoup de femmes qui gèrent seules leurs enfants. Donc c'est très compliqué pour elles de venir très tôt le matin. C'est même assez insupportable en termes d'organisation. Donc les reports permettent ça. De plus, quand on voit qu'un patient s'est présenté multiples fois, que voilà, il nous arrive de mettre des reports. Et puis également, ça améliore les relations avec les partenaires, parce qu'on a des partenaires de soins qui, je pense surtout à ceux qui sont non soignants, CADA, UDA, enfin des travailleurs sociaux qui des fois sont très très désemparés de ne pas avoir de possibilité d'orienter leurs patients ou du moins de les faire prendre en charge. Là, on peut dire, OK, là, il y a une date de rendez-vous. Ça améliore les choses. Donc, les chiffres 2026, consultation médicale en 2023 avec une file active de 854 patients. Côté infirmier, 2379 avec 810 patients vus en file active. 506 consultations à assistante sociale et 160 rendez-vous donnés. Et la dernière diap, je vous ai un peu menti, il n'y en avait qu'une seule. C'était vous montrer que par semaine, on a 65 consultations médecins disponibles. 67, c'est en augmentation vis-à-vis de 2024. Et pour les infirmiers, pareil, 98 créneaux de consulte versus 94. Merci à tous. Donc moi, je vais vous parler donc je suis Adeline Scanvion, médecin de la PAS de Nantes. Et donc, je vais vous parler de l'évolution de nos pratiques et des différents essais qu'on a fait depuis 20 ans pour essayer d'absorber les flux et de répondre au mieux à la demande des patients. Donc, au départ, à la création de la PAS en novembre 99, les flux étaient maîtrisés avec une patientèle assez mixte, à la fois migrante et à la fois autochtone. Il n'y avait pas d'agent d'accueil, des locaux très petits, pas de salle d'attente, mais malgré tout, on arrivait à faire du sans rendez-vous tous les après-midi avec un parcours systématique du patient, médecin, assistante sociale, infirmière. Et en revanche, les patients, une fois qu'on les avait vus sans rendez-vous l'après-midi, ils étaient revus le matin sur rendez-vous pour les résultats, pour le suivi. Donc ça, c'était une solution qui était idéale parce que le flux était maîtrisé, il y avait un accès immédiat, une gestion des urgences et puis vraiment une notion de parcours similaire pour tous les patients. Assez rapidement, le système s'est grippé avec voilà, beaucoup de patients qui attendaient dans ce couloir et tous ne pouvaient pas être vus. Donc, on a profité d'un déménagement dans d'autres locaux plus spacieux, avec notamment des salles d'attente, pour modifier notre système. Et initialement, on a commencé par faire ce qu'on appelait un pré-tri l'après-midi. Donc, il y avait toujours le système de rendez-vous le matin pour les patients qu'on connaissait déjà. Et puis, l'après-midi, on mettait tous les patients dans la salle d'attente et le médecin voyait très, très rapidement, debout, alors dans un endroit confidentiel quand même, tous les patients pour évaluer la demande, notée sur un petit cahier. Et à l'issue de cette évaluation de tous les patients, il disait « je vais voir un tel, un tel, un tel ». Et puis, les autres étaient reportés à un jour suivant dans la semaine, à quelques jours. Puisque comme il y avait 2 médecins qui consultaient, le deuxième médecin pouvait absorber les reports. Donc, c'était un système qui était intéressant parce qu'il y avait une évaluation médicale de toutes les demandes assez rapide. Alors, il fallait poser 2-3 questions, mais au moins, on était sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'urgent. L'inconvénient, c'est que c'était assez long de voir tout le monde et ensuite, il fallait voir ceux qu'on avait choisi de voir. Et donc, au final, plus cette évaluation, ce pré-tri durait dans le temps, moins on voyait de patients où il y avait trop de reports. Donc, ça a également saturé notre système.
Et ce système, le constat, en fait, on constate qu'il se sature parce que l'évolution des patients et des profils patients est là, avec des patients qui arrivent avec des pathologies de plus en plus complexes, plus de problèmes psy, moins de patients francophones. Donc voilà, ce pré-tri qui était censé être rapide ne pouvait plus l'être, puisque voilà, fallait appeler un interprète, fallait gérer le psy, et donc ça, c'était pas compatible. Donc, on est passé sur rendez-vous uniquement le matin et l'après-midi pour tous les professionnels. Donc ça, avec l'avantage énorme d'avoir des consultations calmes, de pouvoir proposer des consultations plus longues, plus sereines, et un inconvénient d'avoir des délais de consultation extrêmement longs et pas de réponse aux demandes d'urgence. Et puis, c'est un système qui n'est pas toujours adapté à notre public, qui peut avoir des difficultés à prendre rendez-vous ou alors qui est en grande précarité, et voilà, pour lequel c'est plus simple de venir sans rendez-vous. Donc, on a pallié à ce problème en mettant en place une évaluation infirmière sans rendez-vous, en plus de nos consultations sur rendez-vous. Donc, il y a une infirmière qui fait du sur-rendez-vous et une qui, toute la journée, absorbe les demandes sans rendez-vous. Et qui ensuite, à l'issue de cette évaluation, soit pose un rendez-vous à distance parce qu'elle évalue que ce n'est pas urgent, soit elle sollicite immédiatement le médecin entre deux consultations programmées pour faire une mini-consultation, vraiment gérer l'urgence, l'otite ou la cystite. Et l'infirmière a aussi une grosse délégation de tâches pour certaines pathologies, donc pour les traitements de la gale, pour le traitement des douleurs, pour les épigastralgies, les constipations, ce qui permet aux patients d'attendre le rendez-vous médical qui a lieu 1 à 2 mois plus tard. Donc l'avantage énorme, c'est vraiment de répondre aux demandes au fil de l'eau, et à la fois d'avoir des consultations sur rendez-vous sereines. L'inconvénient, c'est des évaluations qui sont, on l'a déjà dit, Lyon l'a déjà dit, des évaluations qui sont très lourdes pour les infirmières. Alors non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de charge mentale, puisque du coup, c'est vraiment les primo-arrivants qui sont là depuis quelques jours, qui arrivent avec beaucoup de demandes sociales, beaucoup d'attentes sur ce rendez-vous, sur ce non-rendez-vous, des attentes pas toujours médicales, beaucoup de psy qui débordent et beaucoup de charge mentale pour les infirmières. Et puis, la difficulté que les consultations, quand les infirmières doivent solliciter le médecin, c'est entre deux consultations. Donc, il faut qu'elles attendent qu'on ait fini nos consultations pour nous solliciter. Et puis que nous, si tous les patients viennent, c'est pas facile de caser entre deux la demande de l'infirmière. Et que au niveau médical, il y a un fort absentéisme aussi des consultations sur rendez-vous qui sont à distance. Donc là, on se demande, donc pour l'instant, c'est toujours le système qui est en cours à Nantes. On se demande s'il ne faut pas qu'on rechange à nouveau et qu'on remette de la consultation médicale sans rendez-vous. Voilà, on n'est pas encore certain de savoir comment il faut faire, c'est en réflexion. En tout cas, ce que je peux te dire en conclusion sur 20 ans de recul, c'est que l'évolution des flux et des demandes des profils patients aussi, elle nécessite finalement une constante évolution et adaptation de nos pratiques, que malgré tout, un accueil sans rendez-vous paraît indispensable dans nos passes et avec notre public. Et après, la question est de savoir sous quelle forme on fait du sans rendez-vous. Est-ce que c'est un médiateur qui accueille? Est-ce que c'est un agent d'accueil qui gère le flux? Est-ce que c'est un médecin, une assistante sociale, une infirmière? Voilà, j'ai pas la réponse, et je pense qu'il faut qu'on se mette quand même dans la tête que ça sera jamais simple de gérer du sans rendez-vous, gérer du flux sans rendez-vous dans des horaires contraints. C'est pas fait pour. Voilà, je laisse la parole à Cayenne. Question. Au voir des réactions et partager vos expériences à partir des 2 premières présentations, n'hésitez pas. Oui, moi je suis Marie Boisvert, je suis le médecin de la passe de Bordeaux. J'avais envie de réagir à l'exposé de Nantes parce qu'on a vraiment exactement la même expérience, c'est-à-dire qu'on a un peu tout essayé, le sans rendez-vous, le sur rendez-vous, le sur rendez-vous exclusif, le tri à l'accueil, le pré-tri par une infirmière. Et en fait, on s'est aperçu, au tout début de la passe, on était sans rendez-vous et on voyait quand même beaucoup de patients précaires, de gens qui vivaient à la rue, etc. Et puis, on s'est mis à faire du sur-rendez-vous parce qu'on voyait des migrants, qu'il fallait donner des rendez-vous avec des interprètes. Mais ce dont on s'est aperçu surtout,
c'était quand on faisait que du sur-rendez-vous. Finalement, les patients grands précaires à la rue, désorganisés et tout ça, ils n'arrivaient plus à venir parce qu'ils n'étaient pas, ils venaient au jour le jour et si on les accueillait pas à ce moment-là, ben, ils venaient même si on donnait un rendez-vous le lendemain, en fait, ils venaient pas. Et on a la chance, alors c'est un peu le hasard, mais on a la chance en ce moment d'avoir plus d'internes que d'habitude parce que, je sais pas, il y a eu moins d'internes qui ont demandé des dispos. Et du coup, on arrive à avoir une voire deux lignes de consultation sur rendez-vous, plus un médecin qui est disponible pour senioriser les consultations des internes et pour pouvoir voir des patients au jour le jour, justement, pour pouvoir aller à l'accueil, aider au tri, évaluer les demandes, voir sur le moment les patients qui en avaient besoin. Et finalement, alors c'est un peu idéal ce que je vais dire, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est que de pouvoir faire et du sur-rendez-vous et du sur-rendez-vous quand on a le luxe d'avoir des ressources humaines adaptées, c'est ce qu'il faut. On entendait dans vos présentations que les uns et les autres, enfin, c'est ce qui permet de tout faire. CHU Langer, passe CHU Langer. Oui, bonjour. Donc rapidement, nous, on a mis en place un système, en plus de sur rendez-vous, sans rendez-vous, on a mis un système de feuilles de transmission qui est diffusé de manière très large à tous les partenaires éventuels, y compris les milieux associatifs, Restos du Cœur, les CADA, le SAMU social. Et c'est vrai qu'avec ce système-là, des partenaires qui souhaiteraient aider des patients à nous orienter nous envoient cette fiche et on peut donc donner des rendez-vous à ces personnes-là, y compris les accueils de jour. Et ça nous a permis quand même d'avoir un peu plus de personnes qui viennent sur des créneaux de rendez-vous, un peu moins comme ça en urgence, se présentant d'emblée à la passe, parce que c'est vrai qu'entre les Restos du Cœur, les accueils de jour, les CADA, tout ça, le SAMU social, on arrive déjà quand même à toucher pas mal de personnes avec ce système-là. Et ce qui fait que maintenant, on a donc des créneaux sur rendez-vous. On laisse quand même tous les jours 2-3 créneaux pour les personnes sans rendez-vous qu'on va estimer devoir être pris assez rapidement, soit pour des raisons sociales, soit les mineurs isolés, soit pour des raisons médicales. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a trouvé un petit rythme qui est quand même plus confortable. Il vous a fallu combien de temps pour arriver à un rythme de croisière convenable, satisfaisant? Alors, on a eu moi, j'ai repris la passe en 2020, donc vous voyez, c'est assez récent. On a eu un moment où on s'est aperçu aussi qu'on reconvoquait peut-être beaucoup nos patients. On a essayé de diminuer un peu les reconvocations, de les espacer pour justement avoir des délais de rendez-vous qui soient quand même raisonnables. Parce qu'à un moment, avec ce système-là, on se retrouvait avec des délais de rendez-vous à 15 jours, 3 semaines, ce qui était trop. Parce qu'en effet, entre-temps, peut-être des gens sont repartis, ont été transférés ailleurs. Donc, on avait pas mal de rendez-vous non honorés. Maintenant, on arrive à avoir un délai de rendez-vous dans les 5 à 8 jours. Et là, on arrive là. J'ai envie de dire que ça fait 9-10 mois là qu'on a l'impression d'avoir trouvé un petit rythme qui, pour l'instant, convient. Mais je suis d'accord avec Adeline, il faut sans cesse réajuster un petit peu aussi son organisation. Mais là, pour l'instant, nous, on a l'impression d'avoir un rythme qui convient, un partage juste équilibré entre les rendez-vous, les évaluations en urgence qui sont faites par l'infirmière et qu'on peut voir ou pas le jour même, et puis les urgences qu'on va voir le jour même. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, nous, on est une petite grosse face à Pau. Et en fait, on est tout en consultation programmée, sauf qu'on prend du non programmé urgent trié par les infirmières tous les jours. On en prend entre 0 et 10, on va dire, ou entre 5 et 10. Par contre, pour la grande précarité, on fait une consultation déportée dans un centre d'accueil de jour. Et là, on fait du non programmé. Alors effectivement, maintenant, ça fait plusieurs années, donc ils savent très bien la grande précarité que le jeudi matin, il y a de la consultation médicale. Et alors, il y a souvent plus de demandes que celles qu'on arrive à prendre, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une bonne solution et ça se passe plutôt bien. Alors, c'est sûr qu'en période d'épidémie, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de non programmés qu'on cale entre deux. Donc, ça rallonge les consultations. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour nous, on reste sur du programmé en casant du non programmé entre chaque. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez, docteur Royan de la passe de Mulhouse, je suis avec notre assistante sociale. Oui, on vous voit. Bonjour. Nous, en fait, on a mis un peu, c'est ce que disait donc ma collègue de Pau, c'est qu'on a mis en place effectivement une passe mobile qui existe de manière ancestrale, on va dire, où cette passe mobile se passe dans les locaux
d'une association de ville. Et donc là, c'est vraiment les grands précaires qui viennent, effectivement, les sans domicile fixe. Et les conditions, c'est justement des gens qui n'ont pas de logement du tout. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est des créneaux, effectivement, dits d'urgence, qui sont, j'avoue, tout le temps pris, mais qui sont très tôt le matin pour pouvoir justement absorber ensuite les patients qui viendraient. Et l'autre chose, je réfléchissais à ces postes que vous mettez en place d'IOA. J'insiste sur la formation des équipes à ce rôle-là, parce qu'il est vraiment un rôle à part entière. Ce n'est pas un rôle tant que ça d'infirmier passe en soi. C'est presque de la pratique en fait d'infirmier en pratique avancée, d'IPA ou d'IOA, vraiment des urgences. Et je sais que ça, c'est important d'en parler parce que toutes les infirmières ne se sentent pas forcément à l'aise avec ce rôle d'évaluation, primo-évaluation, protocole. Ça se passe beaucoup dans les dispensaires. Pour avoir travaillé à Mayotte et en Guyane, ça se passe dans les dispensaires, mais chez nous, on a moins l'habitude de ce rôle-là. Donc, il faut vraiment que les équipes soient formées à ça, enfin, les équipes infirmières. C'est important pour ne pas avoir de burn-out, pour ne pas avoir justement de situation d'agressivité, de public qui se sent mal accueilli et puis d'infirmières qui ne se sentent pas bien dans ce rôle-là. Voilà. Alors nous, au niveau de la PAS de Roanne, on a mis en place des accueils sans rendez-vous. En binôme AS infirmière, ainsi que des permanences. Et on a aussi des permanences médicales où là, c'est des rendez-vous programmés, mais avec des places d'urgence. Parallèlement, l'équipe infirmière se déplace dans le cadre des passes mobiles sur les CADA qu'on a sur Roanne, donc il y en a 2, sur le CHRS et sur l'accueil de jour. Pour aller, c'est un peu de l'aller vers et puis aller rencontrer, je dirais, justement, les personnes en grande vulnérabilité, précarité. Bon, et puis dans les CADA, c'est aussi faire du lien avec les collègues, l'infirmière intermédiaire. Donc voilà un petit peu le principe qu'on a sur Roanne. On a été amené à plus faire des permanences médicales sans rendez-vous. C'est quelque chose qu'on avait expérimenté il y a quelques années, mais on se rendait compte qu'il y avait une telle hémorragie que c'était satisfaisant pour personne en fait, parce qu'on se retrouvait à ne pas pouvoir gérer le temps, à avoir des patients finalement qu'on est obligé de reprogrammer. Il y avait vraiment trop de monde. Enfin, c'était pas fonctionnel en fait, mais aussi bien pour le médecin que l'équipe et même évidemment pour les usagers. C'est ce qui nous a amené à repenser un système d'accueil, donc avec une permanence médicale le lundi matin, un accueil l'après-midi. Enfin, on a vraiment dispatché les accueils pour couvrir la semaine, de façon à ce qu'on puisse alterner permanence médicale, accueil. C'est ce qui nous permet, il nous semble, d'apporter, je dirais, une réponse satisfaisante à la demande qu'on a sur le territoire, sur le bassin rouennais. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Dr Berthier. Oui, ça y est. Oui, en fait, on a l'impression qu'on est aussi sur des publics pris en charge qui sont très différents. Typiquement, à la PAS de Lyon, on a très, très peu de SDF. On a quasiment qu'une majorité de demandeurs d'asile, de primo-arrivants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on n'a pas parlé, mais quand on ouvre les portes le matin à l'accueil, en fait, on fait une période d'orientation où on distribue les tickets pour les gens pour lesquels on a de la place. Pour ceux qu'on ne peut pas voir, on évalue la situation, mais en équipe pluridisciplinaire avec infirmiers et médecins. Au cours de la journée, par contre, il y a moins cette évaluation. Elle est quand même faite sur sollicitation des secrétaires médicaux vers les infirmiers ou vers le médecin si besoin. Et on constate, comme nos confrères, des patients de plus en plus lourds avec des situations de plus en plus compliquées qui rendent les consultations plus longues, les besoins plus importants. Voilà. Donc, notre stratégie, elle nous paraît équilibrée, mais selon le public, et on n'a pas d'équipe mobile de notre côté. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Claire Bosséné, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Ouais. Je suis médecin à la PAS de Cayenne et je suis accompagnée de Bernadette Andriès, qui est médiatrice en santé à la PAS de Cayenne aussi. Du coup, j'ai 2-3 diapos, mais surtout, je ne sais pas si ça va marcher, mais on avait fait hier un peu à l'arrache, donc vous nous excuserez pour la qualité du truc, mais on a fait un petit film en fait pour vous montrer comment on est organisé, parce que on a plusieurs flux, plusieurs personnes à l'accueil, et c'était un peu compliqué d'expliquer ça sur une diapo en fait. Sur le côté historique, donc nous on a une grosse file active. J'ai pas eu le temps, désolée, parce qu'on était dans les problèmes techniques, donc j'ai pas très bien entendu tout ce que vous avez raconté. Donc peut-être que
peut-être que ça ne va pas être très adapté, j'en sais rien. Donc nous, on a une file active qui est en constante augmentation depuis 2014. J'ai commencé à 2014 parce que c'est là où moi j'ai commencé à travailler à la PAS et avant on n'avait pas de rapport d'activité. Pour arriver à une file active totale de 7000 personnes en 2024. Qui se répartissent entre ce qu'on appelle la file active sociale et la file active médicale, parce qu'on a une petite particularité que je ne sais pas si vous avez dans vos passes, qui est que on reçoit autant médicales que les patients qui sortent des autres services de l'hôpital et qui n'ont pas forcément besoin d'être revus par un médecin ou par une infirmière, mais qui ont besoin, sur prescription des autres collègues de l'hôpital, un accès au plateau technique de l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on appelle la file active sociale, parce que du coup, ils accèdent à ce plateau technique de l'hôpital en passant par la PAS, par les médiateurs en santé et l'assistante sociale qui leur délivrent ce qu'on appelle un bon pass qui leur permet d'accéder au plateau technique. Mais ce n'est pas forcément des patients qui vont être vus à la consultation médicale ou à la consultation infirmière. Ce qui fait qu'on a, du fait de cette augmentation de file active, on a renforcé beaucoup la RH depuis 2014. On est passé de 6 personnes à quasiment 18 actuellement, mais avec la difficulté qu'on est toujours un peu en retard par rapport à l'augmentation de file active, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours en dessous de ce qu'on aimerait avoir. Vu l'évolution du nombre de patients. On a aussi profité, je crois que c'est la PAS de Nantes qui disait ça tout à l'heure, nous aussi on a profité d'un déménagement en juin 2023. On est passé d'un espace de 50 mètres carrés à un espace de 150 mètres carrés pour pouvoir adapter de la meilleure façon qu'on a pu trouver, en tout cas, notre accueil et le nombre de consultations qu'on faisait. On a eu aussi une grosse modification du profil des patients depuis 2021, avec de plus en plus de patients ne parlant pas du tout les langues d'ici. Nous, on avait l'habitude d'avoir des patients plutôt des pays limitrophes ou de la Caraïbe, donc on avait des patients hispanophones, lusophones, anglophones et créolophones. Ce qui étaient les langues qui étaient parlées aussi par le personnel et en particulier par les médiateurs en santé. Donc, on n'avait pas des grosses barrières de langue, mais là, on a depuis 2021 une grosse population syrienne et afghane qui parle donc arabe et dari pour la plupart. C'est devenu notre population majoritaire avec chez nous personne qui parle. Enfin, maintenant, on a une médiatrice qui parle arabe, mais pendant longtemps, on avait personne qui parlait arabe et en Guyane, personne ne parle arabe. Le dari, du coup, personne ne le parle non plus. Donc, on a modifié beaucoup le profil des patients, ce qui a entraîné une grosse difficulté de gestion du flux, parce que le flux est devenu beaucoup plus long à gérer pour les personnes qui le géraient, avec une charge importante sur les médiateurs en santé qui sont au flux. Vous allez voir dans la petite vidéo si j'arrive à la passer. Et l'infirmière qui est à l'accueil, vous allez voir aussi, nous, on a une infirmière à l'accueil. Donc, on a essayé de se réorganiser et en fait, je ne vais pas faire tout l'historique des réorganisations parce qu'on a changé, je pense, tous les mois d'organisation pendant 2 ans quasiment. C'était le sujet de toutes les réunions de service, la gestion de flux et ça a été assez compliqué de trouver notre organisation actuelle qui a des défauts mais qui est plutôt pas trop mal quand même. On a à peu près 70 personnes qui se présentent tous les jours à l'accueil et on a 2 personnes à l'accueil tous les jours. Donc du coup, je vais peut-être vous montrer d'abord la petite vidéo parce que finalement ça expliquera mieux que, si j'y arrive, ça expliquera mieux que les diapos. Si j'y arrive, mais je ne vais pas y arriver puisque ça ne démarre pas. Ah si. Bon, alors vous nous excusez pour la qualité de la vidéo. Hein, Là, on voit bien, Claire, hein, c'est super. C'est bon. Et puis le début de ma phrase a été coupé, donc ça commence un peu bizarrement. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. Il n'y avait pas de patients, hein, donc c'est nous parce qu'on n'a pas voulu les filmer, donc c'est nous qui avons joué les patients. Il faut imaginer la salle d'attente pleine, parce que là, la salle d'attente est vide.
Il n'y a pas de son? Ah, il n'y a pas de son. Bon, bah, s'il n'y a pas de son, ça marche Pas pas. grave. Vous n'avez pas de son? Non, mais c'est pas grave. Sinon, je vais faire la voix off si vous n'avez pas de son. Ouais, super, super. Ok. Alors, je recommence. J'enlève mon son parce que moi j'avais du son. Non, attends. Ouais, du coup, je commence. Donc, la petite intro, c'est d'expliquer le flux social. Du coup, qu'on a un flux social, un parcours social et un parcours médical. Donc là, je fais démarrer. Donc, les patients attendent dans la salle d'attente. Ils sont accueillis par un médiateur en santé qu'on voit arriver là et qui, du coup, relève la demande de l'intégralité des patients qui se présentent dans la salle d'attente un par un. Il fait une petite liste comme ça où il écrit le nom des patients. Ça, c'est le flux social et ça, c'est le parcours médical. Donc là, la situation est sociale. Donc le médiateur va accompagner le patient jusqu'à un petit peu derrière où on a des préfabriqués qui permettent d'agrandir un peu les locaux. Le patient va être accueilli par un deuxième médiateur en santé qui, lui, va faire le point de façon un peu plus détaillée sur la situation sociale, éventuellement délivrer les bons passes, s'il y a les fameux bons passes à délivrer, et aider le patient à constituer son dossier de sécu. Pour le parcours médical, on a une infirmière au flux, donc ça, c'est l'infirmière qui a un équivalent IAO, qui va prendre les informations médicales à demande du patient, et si le patient a rendez-vous, parce qu'on fonctionne nous sur rendez-vous, ou s'il a besoin d'être vu le jour même, il rentre à l'intérieur. L'intérieur, c'est le flux du bâtiment, c'est le flux médical, en fait. Là, la secrétaire constitue le dossier du patient. Donc oui, nous, on a des consultations médicales sur rendez-vous, mais on a un accueil tout venant par une infirmière et des consultations infirmières sans rendez-vous. Donc là, la secrétaire pose le dossier là, dans la bannette pour les infirmières. L'infirmière, ça c'est une deuxième infirmière. Là, on n'avait qu'une pour faire le film, mais normalement, c'est une autre infirmière qui vient récupérer le dossier et le patient, qui accompagne le patient en consultation infirmière. En consultation infirmière, soit c'est un patient qui a rendez-vous, et à ce moment-là, elle va prendre les constantes, écrire le motif de consultation, commencer l'interrogatoire. Soit c'est un patient qui n'a pas rendez-vous, et du coup, elle fait l'évaluation infirmière initiale, type IAO. Ensuite, elle remet le patient dans la salle d'attente, elle remet le dossier dans la bannette médecin, et le médecin va venir chercher le patient. Si c'est un patient qui n'a pas rendez-vous, avec un médecin plus tard, soit elle va nous demander, à nous les médecins, notre avis, et on va venir voir le patient soit dans le bureau infirmier, soit on le prend complètement en consultation et on le rajoute sur nos rendez-vous de la journée. Voilà, c'est tout pour le film. Après, la seule chose qu'il n'y a pas dans le film, c'est que, parce on s'est arrêté au moment où le patient rentre dans le bureau médical, mais en gros, on a aussi les médiateurs en santé qui peuvent intervenir à notre demande en consultation. Et les deux flux, là, le flux social et le flux médical, finalement, se croisent parce qu'on peut très bien passer de l'un à l'autre. Là, je les ai bien séparés, mais en fait, un patient, sur la matinée, il peut faire les deux, ou on peut passer du médical au social ou du social au médical. Voilà pour le film. Donc ça, l'organisation quotidienne, du coup, je pense que vous l'avez vu. Donc, en gros, c'est un accueil à partir de 7h30, entre 50 et 60, voire 70 personnes par jour, des consultations médicales sur rendez-vous avec la possibilité de rajouter du tout venant. On arrête l'accueil tout venant à 11h. On a une salle d'attente extérieure avec un médiateur au flux et une infirmière au flux médical. Une évaluation infirmière au flux, plus ou moins orientation vers l'infirmière à l'intérieur. Le parcours social est séparé, on va dire, du parcours médical. Et l'intervention possible des médiateurs pendant les consultations et les passerelles entre les deux parcours. Donc, tous les jours, on a sur place deux médecins, donc on a 2 consultations médicales, 2 ou 3 infirmières, 2 médiateurs en santé, une assistante sociale, une secrétaire. Les avantages et les inconvénients de cette organisation. L'avantage, finalement, c'est que le fait d'avoir une séparation claire des phylactiques sociales et médicales, ça évite
qu'on ait tout plein de patients dans la salle d'attente sans qu'on sache réellement de quoi ils ont besoin et qui ils ont besoin de voir. Et surtout, ça permet le fait d'avoir le social dans les préfabriqués un peu derrière, qu'à un moment, on s'arrête sur le social et que du coup, ne reste dans les murs que les patients qui ont besoin du médical. Et ça évite qu'on ait des gens qui frappent à la porte toutes les 10 minutes et que tout le monde rentre dans les locaux et qu'on soit complètement débordé dans les locaux. Les avantages, c'est d'avoir 2 agents qui sont dédiés au flux tous les jours. Ça, c'est pour nous, c'est plus du tout possible de faire autrement que d'avoir 2 agents tous les jours dehors dans la salle d'attente, au moins jusqu'à midi pour accueillir toutes les personnes qui arrivent et faire du tri, on va dire, d'emblée avant même que les gens rentrent dans les locaux, quoi. Quasiment tous les patients sont accueillis le jour même. Alors, ils ne sont pas tous vus par le médecin le jour même, ils sont tous ceux qui ont un besoin médical sont accueillis par l'infirmière le jour même et évalués par l'infirmière le jour même. On limite donc le nombre de patients qui se trouvent à l'intérieur et voilà, l'accueil IDE initial qui permet la première évaluation type IAO. Ça, c'est super pratique, surtout que nous, on a des infirmières qui, pour une partie d'entre elles, ont une formation urgence. Donc, elles connaissent bien le rôle de l'IAO. Et je ne sais plus, la collègue disait, pour Nantes, nous aussi, on a une délégation de tâches pour certains protocoles type, constipation, fièvre de moins de 3 jours chez l'enfant, des choses comme ça. Et du coup, les consultations médicales sont finalement assez peu impactées par le flux parce que nous, finalement, en consultation médicale, on reçoit les gens qui ont déjà été vus par l'infirmière. Le flux, nous, on ne le voit pas. Nous, on est un peu au fond du bâtiment, au fond de la salle. Et du coup, on a des consultes qui durent longtemps, comme toutes les consultations passent, mais qui sont du coup assez sereines dans ce contexte-là parce qu'il n'y a pas énormément de monde autour de la consultation médicale. L'inconvénient, c'est la question du flux social, là, des bons passes, dont je vous ai parlé. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, on a vraiment une charge beaucoup trop lourde pour les médiateurs de délivrance de ces fameux bons passes de tout l'hôpital, là. Ça, on va essayer de l'arrêter en créant ce qu'on va appeler une passe administrative, mais bon, ça, c'est un autre sujet. On a une charge de travail qui est quand même importante pour les infirmières parce qu'elles voient jusqu'à 40 patients dans la matinée. Enfin, l'infirmière de flux, elle voit jusqu'à 40 patients dans la matinée. C'est lourd. Et on a une nécessité d'arrêter l'accueil tout venant, du moins pour le social, au moins à 11h parce qu'on ne peut pas, en fait, absorber l'intégralité du flux social. Et du coup, c'est un peu pour le médical, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va considérer, mais nous ici en Guyane, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais les gens, ils arrivent tous à 6h du matin. Donc en fait, normalement, à 11h, il n'y a plus trop de gens qui arrivent pour le médical, en tout cas. Et on a considéré que ceux qui arrivent à midi pour le médical, ils reviendront le lendemain. C'est qu'a priori, ce n'était pas très urgent parce que tout le monde sait qu'il faut arriver très tôt à la passe. Donc ceux qui arrivent tard, c'est qu'ils peuvent attendre jusqu'au lendemain, a priori. C'est pas terrible ça comme fonctionnement, mais on essaye on n'a pas trop d'autres options. Et on a des locaux qui sont, même si on s'est agrandi, qui sont quand même trop petits de nouveau pour faire tout ça. Voilà, j'ai fini. Alors, merci beaucoup. C'était laborieux de vous avoir, hein, mais nous ne regrettons pas ces témoignages. Donc, moi, ce que je retiens, mais je vous laisserai compléter aux intervenants et aux participants. Il y a plusieurs choses qui reviennent, qui font l'unanimité, c'est les locaux et notamment la salle d'attente. Donc, c'est déjà vraiment les préalables à une bonne organisation qui dit salle d'attente, dit la gestion du nombre des personnes qui viennent. Cela dit, c'est clair que quand les règles sont claires, ça aide aux patients à ne pas être impatients et donc à éviter de l'agressivité, voire du mécontentement. Donc, je pense que c'est vraiment important clarifier les règles de l'accueil. Ce que vous dites, c'est bien 11h, il pourra revenir le lendemain.
Voilà, donc l'importance des agents d'accueil ou alors tout simplement du tri au préalable, chose qui vous permet d'évaluer et donc prioriser les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles et on va dire les urgences, les pseudo-urgences médicales. Voilà, je pense que vous êtes assez d'accord, les femmes enceintes, les mineurs non accompagnés, etc. Avoir un peu des critères qui sont un peu les mêmes sur on va dire, l'évaluation des personnes les plus fragiles et des critères d'urgence. Oui, l'autre chose, il me semble intéressant que ça ressort que le format est plutôt mixte. Il n'y a pas un format uniquement sur rendez-vous et uniquement sans rendez-vous, mais c'est vraiment l'alternance de ces deux modes de fonctionnement qui permet de s'adapter aussi au profil des patients et pouvoir organiser, planifier certains rendez-vous et en prendre des autres un peu sans rendez-vous. Voilà, et pour terminer, on a bien entendu que ce qui peut marcher aujourd'hui peut être remis en cause, à être réadapté dans les futurs, parce qu'on s'adapte vraiment au profil des patients et un peu à l'environnement, à l'écosystème de la passe à un moment donné. Voilà, pour terminer, les temps. Donc, les temps pour les patients, un temps long, parce que l'accueil, l'attente, et après c'est les social, après c'est les médicales, etc. Par contre, quand on gagne du temps sur l'organisation, ça permet aux médecins d'avoir plus du temps pour pouvoir avoir des consultations longues. François Prévoto à Toulouse. Juste pour intervenir, pour dire qu'effectivement, chez nous, depuis 20 ans, on a tout essayé en termes d'accueil. Et que je pense que s'il y a une chose sur laquelle on peut insister, c'est finalement le côté diversifié et combiné de l'accueil. Pour se calquer sur des modèles de prévention dans d'autres champs que celui strictement de la passe. Je pense que c'est important de combiner la position de réponse téléphonique, par exemple, des secrétariats, la position d'accueil des agents au guichet, le rendez-vous, ça s'étant modifié depuis le Covid, donc beaucoup de passes, ça a été dit, se sont structurés autour du rendez-vous et l'accueil sans rendez-vous qui était susceptible de générer beaucoup de tensions en attente au guichet, ça s'est effectivement beaucoup atténué. Mais maintenant, donc c'est quelque chose qu'on combine et on laisse place à l'accueil sans rendez-vous, comment dire, avec un peu de souplesse pour permettre justement de saisir les personnes sur le moment, parce que c'est souvent sur le moment qu'il y a des choses à faire en réponse médicale, mais aussi en accompagnement social sur des process d'accompagnement sociaux qui peuvent être longs. Et donc, je pense que la solution, qui dépend effectivement aussi de la topographie des lieux, donc nous, on a changé plusieurs fois de lieu d'intervention, et la topographie génère des modifications dans l'accueil. Mais donc, pour être en réponse optimale, surtout aux demandes des tiers avec lesquels on travaille, tiers associatifs, tiers institutionnels, une réponse qui soit la plus diversifiée, la plus combinée possible, ça me semble être la meilleure solution. Voilà. Je veux bien poser une question. Christelle Delapasse, bucco-dentaire sur Pitié-Salpêtrière. Votre projet de passe administrative m'intéresse au plus haut point quand on a, nous, ici, les passes transversales qui disparaissent. Vous pouvez développer rapidement ? Alors, je vais essayer de développer très, très rapidement parce que s'il n'y a plus qu'une minute et qu'il y a encore une question, je pourrais pas. En fait, l'idée de la passe administrative, c'est de créer une cellule d'accueil administratif et social où tous les patients sans droit ouvert qui se présentent à l'hôpital, quelle que soit leur porte d'entrée, seraient accueillis pour faire le point sur la situation sociale, mais qui ne soit pas la passe médicale en fait. Ce serait une cellule dédiée, une cellule administrative dédiée pour ça. Et donc, à cet endroit, dans ce lieu, on pourrait soit constituer les dossiers de sécu avec les patients, soit aussi faire les demandes, ça c'est plutôt les agents de facturation, les demandes d'AME en rejet pour éventuellement les facturations en soins urgents. En fait, ce serait un lieu et de facturation et de constitution des dossiers et d'ouverture des droits en lien avec la CGS, la CPM, chez nous c'est la CGSS, mais
En fait, c'est sortir de la passe, la partie je suis exclusivement désolée. gestion et administrative. Oui, pardon. Et vous pouvez me recontacter si vous voulez, on peut en reparler. Première question. Alors, Docteur Royan de Mulhouse. Docteur Royan, oui, exactement. Moi, je me posais la question par rapport aussi à ce rôle IOA, toujours. Il faut aussi que l'infirmière soit sûre de ne pas avoir une multiplicité des tâches. Je pose la question aussi d'avoir 2 IDE, parce que l'infirmière, elle a un glissement de tâches sur plein d'autres rôles. Les médicaments, gestion justement des mails qui arrivent. Enfin, en fait, il y a toute une gestion aussi administrative non faite par le secrétariat, qui dépend vraiment, qui est dans le rôle propre de l'IDE, notamment sur la distribution de la pharmacie, chez nous en tout cas. Ce qui fait que ce rôle IOA, il est très difficile aussi à mettre en plus dans une journée de travail de l'infirmière, où ça nécessite vraiment des réorganisations. Je ne sais pas si chez vous, du coup, c'est 2 IDE qui assurent ça, ou quand il y a une seule IDE dans une passe, elle peut assurer cette fonction IOA également. C'est une vraie question. Parce que moi, j'ai un seul ETP IDE. Merci beaucoup. On a déjà dépassé les temps qu'on avait prévus. On vous remercie énormément d'avoir participé. On vous souhaite une très bonne journée. Et bien évidemment, les PowerPoint vous seront transmis et vous aurez la possibilité de continuer les échanges entre vous. Un grand merci, bonne journée et bon week-end, vu que nous sommes vendredi. Au revoir.